Nous entendons de plus en plus parler du trouble du spectre de l'autisme dans la vie quotidienne, entre autres dans les médias et les réseaux sociaux. Les informations y sont cependant parfois contradictoires et souvent incomplètes ou erronées. Nous allons donc essayer de faire de l'ordre parmi toutes ces informations. Le trouble du spectre de l'autisme, que nous allons maintenant abréger à TSA, est un trouble développemental qui se manifeste le plus souvent en bas âge. Il est caractérisé par deux catégories de comportements atypiques. Un déficit au niveau de la communication et de l'interaction sociale, par exemple une difficulté à créer des liens avec des amis, à comprendre les émotions et certains mots au-delà du sens littéraire, et des comportements, intérêts et activités tous restreints et répétitifs. Une intolérance au changement, une rigidité au niveau de la routine ou un intérêt particulièrement marqué pour un sujet précis. Comme le nom du trouble l'indique, il s'agit en fait d'un spectre. L'impact et la prévalence des symptômes varient donc d'un individu à un autre. Selon le DSM-5, il y a 3 niveaux de sévérité, chacun nécessitant un niveau de soutien de plus en plus élevé. Pour obtenir un diagnostic, les observations doivent être faites avant l'âge de 18 ans et ne doivent pas être mieux expliquées par une déficience intellectuelle ou un autre trouble. Le TSA n'a pas d'origine spécifique connue pour le moment. Les recherches pointent cependant vers des facteurs génétiques, certains facteurs environnementaux tels que l'exposition à des neurotoxines lors de la gestation ont été associés à la probabilité d'avoir un TSA à la naissance. Ce qui est important de retenir, c'est que les origines du TSA se trouvent avant la naissance ou très tôt dans la vie de l'enfant et sont d'ordre neurologique. Ce n'est donc pas une maladie. Dans les classes, les élèves TSA vont généralement beaucoup apprécier les approches utilisant des images ou des pictogrammes. Pour cette raison, l'approche Teach est particulièrement intéressante. Avec cette approche, les enseignants et les élèves vont organiser leur journée avec une série de pictogrammes représentant les tâches demandées ou les transitions à effectuer. La rédaction d'histoires sociales et la mise en image de scénarios sociaux sont aussi des méthodes régulièrement utilisées avec les élèves TSA. Ces activités vont permettre de pallier les difficultés rattachées aux schèmes sociaux comme la compréhension du langage non verbal ou le second degré. À travers ces situations, l'élève TSA apprend les comportements attendus dans certaines situations et ça lui permet de se familiariser avec son environnement. Donc, bonjour, moi je m'appelle Evelyne, je suis étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières en adaptation scolaire au campus de l'Assomption. Puis, je suis ici aujourd'hui pour discuter du trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que tu voulais te présenter un petit peu? Bonjour Evelyne, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour parler de TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Moi, je suis Emmanuel Lovinsky-Pluviol, je suis stagiaire de recherche à l'Université Québec à Trois-Rivières. Fantastique. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir commencer là, avec les quelques questions que j'avais. Premièrement, comment est-ce que le trouble du spectre de l'autisme évolue de l'enfance à l'adolescence? En fait, le TSA, communément appelé trouble du spectre de l'autisme, évolue de manière très variable durant la période enfance, et ceci d'un enfant à l'autre en fonction je peux dire, c'est en fonction des facteurs comme la sévérité des troubles. Ensuite, on peut continuer à dire la présence des troubles associés. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de manifestations les plus communes, par exemple le plan physiologique, cognitif, affectif et comportemental? Par rapport à ces aspects-là, donc sur le plan physiologique, on peut évoquer la question de l'hypersensibilité sensorielle. Donc quand on parle de l'hypersensibilité sensorielle, on voit une forte réaction des enfants avec un TSA par rapport de forts bruits. Donc on peut évoquer également les troubles de la motricité. Donc c'est une sorte de retard par rapport au mouvement. Merci. Et est-ce qu'il existe une différence marquée entre les filles et les garçons? En fait, on peut dire qu'il y a vraiment une différence, oui, entre les filles autistes et les garçons autistes dans le fait qu'on est beaucoup plus dans la difficulté de déterminer les symptômes autistiques chez les filles autistes. Parce que on sait que d'abord, l'autisme frappe beaucoup plus les garçons. Mais les filles eux aussi, donc, ils sont frappées par le TSA. C'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer ça chez les filles. Et puis, parfois, donc, il y a des troubles associés. Et tout comme on peut évoquer le syndrome de Rett qui accompagne toujours les filles autistes.
Je crois que les filles ont tendance à plus masquer aussi hein, leurs symptômes. Oui, c'est beaucoup plus masqué chez les filles, donc c'est beaucoup plus difficile à déterminer ça avec un œil non avisé. Est-ce que il y a des comportements ou des préconceptions à éviter envers les élèves qui présentent ce... Oui, en fait, par exemple, on ne doit pas forcer son interaction sociale. On doit que les enfants autistes ont un problème d'interaction sociale. Donc, on ne doit pas forcer, on doit éviter à forcer. On ne doit pas minimiser leurs besoins sensoriels. Donc, on ne doit pas minimiser tout ça, on ne doit pas négliger à ça. On ne doit pas également, je pourrais dire, de juger leur comportement par rapport à un stimulé. Donc, il évoque des comportements par rapport à un stimulé, mais on ne doit pas juger ces comportements pour dire que c'est de la mauvaise volonté. Et puis, on ne doit pas les normaliser parce qu'on sait qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre monde. On ne doit pas les normaliser, on ne doit pas les voir dans un aspect de normalité comme ça. Est-ce que vous auriez un dernier commentaire ou une chose qu'on doit retenir à propos du trouble du spectre de l'autisme? Il y a des gens qui pensent que le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, est une maladie, mais non, ce n'est pas une maladie. C'est en fait un handicap reconnu depuis vers les années 1996. Et parfois, on peut en affaire avec un TSA léger, modéré ou sévère. C'est ça en fait que je peux ajouter et ce que nous devons retenir par rapport à l'autisme. Fantastique. Bien, merci beaucoup, c'était super intéressant. Puis j'espère qu'on aura la chance d'en rediscuter. Merci. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Danielle Lacasse. J'ai obtenu mon baccalauréat en adaptation scolaire à l'UQTR en 2018. Puis j'enseigne en classe TSA depuis environ 6 ans. Ça ressemble à quoi le parcours scolaire des élèves avec un trouble du spectre de l'autisme? Alors, la meilleure réponse que je peux t'offrir, en fait, c'est que c'est un parcours très varié. Donc, quand on parle d'un élève qui a un trouble du spectre de l'autisme, en premier lieu, on va favoriser qu'il reste dans le programme régulier. Donc, on va favoriser un bulletin avec le programme régulier. Il peut être en classe spécialisée au niveau de l'adaptation de l'environnement, des fois adapter le temps pour certaines tâches, mais il va être évalué avec les mêmes modalités qu'un élève dans une classe régulière. Par la suite, c'est souvent au 2e ou 3e cycle du primaire qu'on va évaluer si l'élève TSA a besoin d'avoir une modification au niveau du programme. Si oui, par la suite, c'est ça, on va modifier souvent les matières primaires, donc français, mathématiques. Par la suite, si la modification reste, il peut obtenir des qualifications au niveau du secondaire là, qui varient. Ça peut être FPT, FMS. Si jamais, c'est ça. Donc, ça, c'est si on met une modification. Si l'élève autiste réussit à rester dans un programme régulier, il peut obtenir son diplôme de secondaire 5 comme tout autre élève. Il peut juste avoir besoin de rester dans un continuum spécialisé. Donc, les parcours sont très variés. Okay. Donc, ils peuvent autant continuer au régulier s'ils sont fonctionnels, puis s'ils apprennent bien, puis s'ils n'ont pas de troubles d'apprentissage. Oui. Donc, on va valider ses besoins. Selon ses besoins, ensuite, on va voir si c'est mieux la classe ordinaire ou la classe spécialisée. Puis ensuite, quand il arrive en classe spécialisée, on vérifie les modalités du bulletin. Donc, est-ce qu'on reste dans un programme régulier ou on doit modifier les attentes au niveau du programme? Puis, quand il arrive en classe spécialisée, je présume que la classe est aménagée d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place comme pour justement aider cette fragilité-là à la stimulation? Oui, en fait, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on applique, moi, je travaille pour le Centre de services des appuyants, puis ça s'appelle l'approche individualisée TEACH. Donc, vous pouvez avoir entendu parler du terme TEACH. Ça peut être utilisé de différentes façons. De la façon que c'est utilisé dans mon centre de service, c'est de dire que, dans le fond, on vérifie le besoin de l'élève au niveau de la tâche, au niveau de l'horaire, au niveau de la structure de son environnement. Donc, on va vérifier les modalités qu'il a besoin pour ces différents aspects-là. Donc, par exemple, au niveau de l'environnement de la classe, on va vérifier est-ce qu'il a besoin d'avoir un bureau, 2 bureaux. Donc, moi, j'ai des élèves qui vont être capables d'avoir le même bureau pour écouter, travailler, faire les différentes tâches de la journée.
j'ai un élève qui va avoir besoin d'un bureau pour écouter, puis qui va avoir besoin d'un autre pupitre pour travailler, être dans sa bulle. On peut avoir des bahuts qui sont comme des meubles qui permettent d'avoir une séparation physique entre deux bureaux. Donc, on va voir quel élève a besoin, c'est ça, d'être davantage isolé, plus dans sa bulle à lui. Et des fois, on va le séparer avec des bahuts. On a des paravents aussi qu'on peut utiliser au besoin. Donc, il est intégré au groupe, mais s'il a besoin, il peut sortir, on met les paravents, puis il a sa place à lui. On a souvent en classe TSA ce qu'on appelle des coins calmes. Donc, c'est un coin où l'élève peut se retirer quand il sent qu'il y a une fatigue cognitive liée à une tâche, il y a une fatigue liée au bruit. Donc, il y a eu des cris dans le corridor pendant la journée. Il y a eu beaucoup de changements de lumière. Il peut y avoir eu on ferme la lumière, on ouvre la lumière, on éteint la lumière. Ça peut l'avoir dérangé. Ça peut être ça, la longueur d'une tâche, là, surtout quand c'est 5e, 6e année, dans mon cas que j'enseigne. Les tâches en lecture, des fois d'écriture, de mathématiques sont plus longues, donc ils m'ont demandé à avoir des pauses plus fréquentes. Donc, le coin calme est nécessaire là, pour que l'élève puisse y aller. Et on a des salles, c'est important, là, quand on est en TSA de l'école, en compte, qui reçoit ces classes-là, doit planifier des salles qui sont à l'extérieur de la classe. Donc, on a des salles souvent qu'on appelle d'apaisement. Donc, ça, l'élève a besoin de se retirer de la classe et d'aller à une salle où il peut avoir des objets sensoriels, Tenga, des objets de manipulation qu'il va pouvoir toucher avec les mains. On a aussi une salle blanche. Donc, ça, c'est une salle où toute la lumière est coupée, c'est complètement noir. Ça permet à l'élève, c'est ça, de vraiment avoir un arrêt de stimuli total. Et on a aussi une salle solo où là, l'élève peut se défouler physiquement. Donc, il peut lancer des ballons sémures, il peut lancer des balles. Quand on parle de méthode pédagogique à préconiser, tantôt, on a entendu le terme teach. Est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu plus, voir s'il y a d'autres programmes aussi? Oui, c'est ça. Bien, en fait, l'important, c'est une approche individualisée. Donc, quand on parle de TSA ou de l'approcher, c'est de penser que c'est une approche individualisée qui a pour but de connaître le besoin de chaque élève. Parce que dans le trouble du spectre de l'autisme, c'est très large, c'est très varié. Donc, on peut avoir des profils différents d'élèves. Donc, c'est pour ça qu'on on est plus dans une approche individualisée. Donc, j'ai des élèves, par exemple, qui peuvent faire une tâche avec 5 numéros. J'ai des élèves qui ont besoin de faire un numéro à la fois. Donc, eux, je vais couper la feuille, puis je vais juste présenter le numéro visuellement. Quand on parle d'approche pédagogique aussi, on est beaucoup dans l'enseignement explicite. Donc, c'est vraiment ce qui va aider au niveau pour les élèves. Ils ont besoin, dans le fond, de savoir la procédure à suivre quand il faut appliquer un concept ou une nouvelle notion. Donc, l'enseignement explicite avec le modelage, la pratique guidée et ensuite la pratique autonome puis le réinvestissement, c'est vraiment ce qui va fonctionner avec eux. Puis, c'est important d'utiliser les supports visuels. Donc, tout ce qui est des organisateurs graphiques qui peut permettre d'organiser l'information, schématiser l'information. C'est vraiment important d'organiser visuellement l'information pour eux. C'est pas quelque chose qu'ils vont faire naturellement. Donc, quand ils le voient, ils vont l'intégrer, ils vont l'encoder. Oui. Et c'est autant important au niveau des apprentissages académiques, donc en lien plus avec le programme, mais aussi au niveau des apprentissages sociaux. Donc, l'enseignement explicite, c'est aussi pour les comportements entendus en classe, les comportements entendus sur la cour de récréation. Fantastique! Quel acteur entre en jeu et quels sont leurs rôles? Parce que je présume que tu n'es pas tout seul dans ton équipe d'école. Donc, en classe TSA, c'est à la fois super stimulant pour une enseignante, mais ça peut être aussi parfois source de questionnement. Donc, on est amené à travailler avec la psychoéducatrice de l'école. Donc, la psychoéducatrice, en fait, nous aide à rédiger les préventions actives, qui sont des documents qui expliquent les niveaux d'intervention, les niveaux des élèves, puis les interventions associées à chaque niveau. Donc, la psychoéducatrice peut aussi nous aider quand il y a au niveau du plan d'intervention, quand on a des comportements, des fois qu'on a la difficulté à comprendre la fonction du comportement. Elle va nous aider à faire l'analyse de la fonction du comportement. Donc, autant au niveau des préventions actives que du plan d'intervention. On a la psychologue. La psychologue va nous aider quand on a le trouble du spectre de l'autisme. Pour être dans une classe TSA, il faut avoir le code 50, qui est le code de TSA. Mais parfois, on a d'autres enjeux qui peuvent arriver. Là, on
on essaie de démêler qu'est-ce qui appartient au TSA et qu'est-ce qui peut peut-être appartenir à d'autres facultés ou à d'autres sphères du développement de l'enfant. Donc, la psychologue est là pour nous aider des fois à faire cette analyse-là, plus au niveau du développement de l'élève dans sa globalité. On a l'orthophoniste qui est là pour le développement du langage. Souvent, les élèves qui ont un TSA vont aussi avoir des difficultés associées au langage, autant au niveau verbal qu'au niveau de la compréhension. Donc, les deux sont souvent touchés aussi. On a la technicienne en langage. Donc, elle, dans le fond, va écouter les objectifs ciblés par l'orthophoniste. Puis, nous, elle peut faire du travail individuel avec nos élèves en lien avec ces objectifs que l'orthophoniste va avoir ciblés. On a une ergothérapeute, étant donné qu'on a expliqué que c'est des élèves qui peuvent présenter des besoins au niveau sensoriel, donc au niveau des sens. Donc, ils peuvent avoir des élèves qui ont discuté au niveau de ce qu'ils entendent, au niveau de visuellement. Il y a des élèves il y a des supports visuels qui aiment moins que d'autres. Donc, c'est une équipe bien remplie. Oui. Est-ce que vous avez des TES dans vos classes, des techniciens en éducation spécialisée? Oui. Donc, en fait, en classe TSA, au centre des affluents. Donc, c'est important là, de savoir que il peut y avoir des différences, des fois, au niveau du nombre d'heures TS accordées. Puis, c'est ça, peut-être des fois au niveau des continuums. Là. Donc, ça, c'est vraiment validé pour chaque centre de service. Mais en tout cas, dans le mien, j'ai une TS là, qui a 33,5 heures d'heures TS avec nous. Ouais. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a du matériel qui est pertinent à utiliser avec les élèves TSA? Tantôt, on parlait peut-être d'objets sensoriels, des supports visuels. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'utilise le terme Marguerite, mais dans le fond, c'est un organisateur graphique. Donc, par exemple, on met le cercle au milieu, on écrit notre sujet et par la suite, je fais des bulles pour donner des exemples ou aider l'élève à émettre des idées. Donc, ça peut être sous cette forme-là. Ça peut être sous des séquences horizontales. Donc, en premier, je te demande de faire ça. En deuxième, je te demande de faire ça. En troisième, je te demande de faire ça. Ça peut être aussi des listes à cocher qui descendent. Donc, il y a des élèves qui préfèrent que ce soit à l'horizontale, puis il y a des élèves qui préfèrent que ce soit de haut en bas. Donc, au niveau de l'organisation de l'espace, le support visuel au niveau de l'organisation de l'espace peut être important. Les pictogrammes peuvent être aussi un matériel qui est souvent utilisé pour favoriser soit la compréhension de consignes plus complexes ou les comportements sociaux. Donc, parfois, c'est plus abstrait pour eux quel comportement adopter selon certains contextes. Donc, on a une banque de pictogrammes qu'on peut utiliser, par exemple, pour comment saluer, comment dire bonjour, aussi pour les aider des fois à comprendre certaines émotions. Donc, c'est quoi la tristesse, c'est quoi la peur, c'est quoi la surprise, c'est quoi la colère. Ça peut être beaucoup de mots qu'ils entendent, mais qui peuvent faire moins de sens pour eux. Donc, mais les pictogrammes, je vous dirais que c'est beaucoup pour davantage utilisé pour des élèves TSA non-verbaux. On vient d'en parler un petit peu, là, mais quelle approche et stratégies sont à préconiser? Là, on parlait des pictogrammes, donc ça dépend si sont verbaux, verbal ou non-verbal. Mais je sais que parfois, on parle de séquences, qui est peut-être un petit peu ce qu'on disait à l'horizontale. On parle des faux choix. Tu sais, un élève rigide sur quelque chose, mais qu'on doit amener vers une autre tâche, par exemple. Comment est-ce qu'on va le faire? Dans la fonction exécutive, on peut appeler la flexibilité cognitive. Donc, nous, dans le fond, notre objectif comme enseignants, éducatrices spécialisés et tous les intervenants qui sont avec ces élèves qui ont ce trouble-là, c'est de développer leur flexibilité cognitive. Donc, en fait, c'est toujours d'avoir c'est pour ça que je ramène à l'enseignement explicite, là, autant au niveau des apprentissages que des comportements sociaux. Donc, c'est quoi notre intention d'apprentissage? C'est quoi notre objectif? Donc, par exemple, moi, je veux que mon élève lise pendant 10 minutes. Fait que j'ai toujours mon objectif en tête. Et là, par la suite, je peux utiliser le faux choix si il va me dire, par exemple, j'ai pas envie de lire. Donc, OK, bon, tu peux lire. Là, je peux utiliser soit le binôme. Donc, c'est de faire 2 faux choix, un en haut, un en bas. Donc, tu peux lire soit une bande dessinée ou un album. Ça peut être sous forme de marguerite. Donc, à chaque jour, il y a la marguerite sur son bureau qui dit, bon, pour la lecture, tu peux lire à 2. Tu peux lire au coin calme, tu peux lire un livre, tu peux lire un album, tu peux lire une bande dessinée. Donc, ça peut être varié, mais l'important, c'est que ce soit écrit quelque part, que ce soit imagé si l'élève se sera plus à difficulté au niveau de la lecture des mots. Mais je pars toujours de mon intention.
Ben, d'accord, merci beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier commentaire ou quelque chose dont il faudrait se rappeler? Oui, ben en fait, c'est ça, ça fait 6 ans, moi, j'enseigne avec des élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Puis c'est se rappeler, comme vous l'avez dit, que c'est un spectre. Donc, il n'y a pas un profil d'élève autiste, il y a plusieurs profils d'élèves autistes. Fait que c'est important de s'intéresser à leurs caractéristiques chacun quand tu choisis, c'est ça, ton matériel, tes interventions. Aussi, au niveau de l'horaire, là, brièvement, c'est de penser quand tu enseignes en classe TSA, il peut y avoir l'horaire de groupe, mais il y a des élèves qui ne se sentent pas concernés par l'horaire de groupe, qui vont avoir vraiment besoin, soit sur leur bureau directement ou sur un meuble à classe, de leur horaire à eux, identifié à eux, à leur nom. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment de s'intéresser à chacun des élèves puis de voir c'est quoi là, son besoin, ses besoins. Puis c'est comme ça qu'on va favoriser leur apprentissage puis leur intégration. Ben, merci beaucoup, ça a été très intéressant. Donc, j'espère qu'on aura la chance d'en rediscuter. Puis, merci beaucoup. Merci. L'information la plus importante à retenir est que, comme l'autisme est un spectre, il peut se manifester de différentes manières en fonction de l'individu. Les approches et les interventions mises en place ont donc intérêt d'être adaptées à la personne avec laquelle vous travaillez. Mais en général, les interventions simples, visuelles, cohérentes et constantes sont à prioriser.